La France recèle de merveilleux châteaux. Au cours de ce voyage, nous allons découvrir ou redécouvrir les merveilles du patrimoine du nord de la France. Des forteresses du Moyen-Âge aux paisibles demeures à pans de bois coiffés de chaumes, le sol normand est riche de châteaux, palais et manoirs. Nous nous intéresserons entre autres au château Gaillard, au palais bénédictine, au château de Vendeuvre et au château d'Eau. Au nord de Rouen, les méandres de la Seine et la ville des Andelys sont dominés par les ruines majestueuses du château Gaillard. Construit en un an à la fin du XIIe siècle, sur ordre de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, le château était destiné à protéger la ville de Rouen des ambitions territoriales du roi de France. C'est sous le règne de Jean sans Terre que Philippe Auguste ose s'attaquer à la redoutable forteresse qui ne tombera qu'après un long siège conclu par un assaut victorieux le 6 mars 1204. 3 mois après la chute de ce verrou stratégique, la ville de Rouen tombe à son tour aux mains du roi de France. Dans l'enceinte du fort, le donjon, qui présente un diamètre intérieur de 8 mètres, possède des murs de 5 mètres d'épaisseur, donnant ainsi la mesure du labeur imposé aux bâtisseurs pour élever en un an seulement de tels ouvrages. Édifié au cœur d'un parc agrémenté de douves immergées et de jardins à la française, le château de briques et de pierre de Beaumesnil est du plus pur style Louis XIII. Ornementation baroque et intérieur feutré font de ce lieu un havre de paix au charme certain. À quelques kilomètres au nord d'Étretat, Fécamp fut longtemps la capitale des Terra Nova français. La ville où résida Guy de Maupassant abrite une bien étrange demeure, le palais bénédictine. Construit à la fin du XIXe siècle, les bâtiments mélangent des styles néo-gothiques et néo-baroques. Dans le musée du Palais est exposée une importante collection d'objets d'art, bas-reliefs en bois polychrome, manuscrits anciens, ivoires, sculptures et coffres. Mais le palais bénédictine, ce sont surtout les alambics de cuivre de la distillerie. C'est ici que sont transformées les 27 plantes et épices qui entrent dans la composition de la liqueur bénédictine. Le château de Saint-Germain-de-Livet, propriété de la ville de Lisieux, est un mélange original d'une construction à colombage du XVe et d'un bâtiment à damier de pierre et de briques du XVIe siècle. La salle de garde, pourvue d'une cheminée monumentale, possède des fresques XVIe partiellement restaurées. L'édifice est utilisé à des fins culturelles correspondant parfaitement à l'esprit des anciens propriétaires, peintres et grands amateurs de musique. À une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Caen, le petit bourg de Fontaine-Henry possède, avec son château des XVe et XVIe siècles,
un magnifique trésor architectural Renaissance. Ses façades extérieures, finement ciselées, sont surmontées d'une imposante toiture à forte pente. Entièrement meublé, le château abrite une superbe collection de tableaux et objets. En arrivant de Caen, la porte des Cordeliers, porche en ogive flanquée d'une tour, marque l'entrée de la ville de Falaise. Ce bourg, qui s'est développé au Xe et XIe siècle, a subi de graves destructions lors de la bataille de Normandie en 1944. Le château, édifié au XIIe siècle, est doté d'un donjon rectangulaire et d'une tour cylindrique du XIIIe, la tour de Talbot. Selon la légende, d'une fenêtre du donjon carré, Robert, fils cadet de Richard II, duc de Normandie, fut saisi par la beauté de la fière Arlette, lavandière de Falaise. De leur union naquit un enfant. Le nom de Guillaume lui fut donné. Sur le parvis de l'église de la Trinité, une statue équestre du conquérant rend hommage à celui qui devint roi d'Angleterre. Entre pays d'Auge et pays de Falaise, le château de Vendeuvre, édifié en 1750 par un comte de Vendeuvre, est toujours habité par sa descendance. Madame de Vendeuvre, passionnée de mobilier miniature, a rassemblé dans l'orangerie du château une exceptionnelle collection. Plus d'une centaine de meubles, qu'ils soient du XVIe ou contemporains, hauts de 11 à 75 cm, proviennent de tous les pays. Remontant le cours de l'Orne, en direction de Sées, s'impose la visite du château d'Eau. Édifié en pleine Renaissance entre XVe et XVIe siècle, le château est représentatif de la fantaisie qui anima les architectes normands de cette fastueuse époque. Cerné de douves, il fut longtemps la propriété de la famille d'Eau, dont certains des membres tinrent un rôle important dans la vie du royaume de France. Le château de la Sée constitue un magnifique exemple d'architecture défensive. Démantelé en 1417 pendant la guerre de Cent Ans, il fut reconstruit en 1458. Depuis cette époque, le temps semble ne pas avoir altéré la beauté de l'édifice. C'est l'un des châteaux moyenâgeux français les mieux conservés. Parterre dessiné par le nôtre, construction dirigée par François Mansart, le château de Balleroy est aujourd'hui la propriété de Malcolm Forbes, richissime aéronaute américain.
la simplicité des lignes de l'édifice du XVIIe siècle ne laisse à aucun moment présager de la richesse de sa décoration intérieure. Teinture de soie, plafond à la française, mobilier allant des styles Louis XIII à Napoléon Ier, tout n'est que luxe et volupté. Dans les environs de Coutances, le château de Gratteau appartint pendant 5 siècles à la famille d'Argouges. Devenu dépendance d'une ferme jusqu'en 1968, le château est depuis cette date propriété d'une association qui travaille à sa restauration. Chaque année, des manifestations artistiques et culturelles y sont organisées. Passé le pont-levis, les vestiges du pavillon 18e, de la maison seigneuriale 17e et de la tour aux Fées permettent aux promeneurs d'imaginer aisément ce que fut la vie de château à Gratteau. La tour ronde, à l'allure médiévale, est datée du XVe siècle. Parmi les 4000 châteaux et manoirs que compte la Bretagne, nous nous intéresserons entre autres au château de Fougères, de Kerjan et de Quiberon. Avec Vitré s'ouvre jusqu'à Saint-Malo le pays des Marches, terre de grands seigneurs et de grands châteaux. Les machicoulis des tours de celui de Vitré et son imposant donjon témoignent de la puissance du système féodal en cette région. L'ancienne ville close remonte le temps au fil de rues pareilles ici depuis 5 siècles. Entre les 13 tours du château de Fougères court l'une des plus imposantes enceintes d'Europe, délimitant après Rennes et Vitré le pays des Marches, ville frontière entre la Bretagne et la France et qui connut à ce titre une importance militaire de tout premier ordre. Fougères fut également, sous la Révolution, un haut lieu de la résistance chouane. Les jardins de roses et les moulins à eau de l'admirable place forte devaient séduire plus tard grand nombre d'artistes et d'écrivains célèbres, dont Balzac et Victor Hugo. Au pays des fougères et des forêts de hêtres, les Marches de Bretagne égrènent leurs inoubliables richesses comme les rochers de Vitré, si chers à Madame de Sévigné. Kerjan, exemple parfait de l'architecture bretonne qui devait influencer par la suite les constructions de toute la région. Mi-forteresse, mi-palais Renaissance, le château du XVIe siècle est sans conteste la plus belle demeure du Léon. À quelques kilomètres, le château de Kérouzéré affiche dans la campagne de Sibéril rigueur et austérité.
Le Pays Doré est un écrin au bord du golfe qui renferme un patrimoine éblouissant tel que ce magnifique château. Le château de Quiberon, encore appelé château Turpot, est un manoir anglo-médiéval situé à la pointe sud-ouest de la presqu'île. Sa construction remonte à 1910, date à laquelle un filateur de Cholet, M. Turpot, décide de se faire construire le château de la mer. Parmi les merveilles que comporte l'île de France, nous avons choisi 2 sites d'exception. Le Palais Garnier et l'incontournable château de Versailles. À Paris, tout est possible, et pas seulement la nuit. Possible en effet de se voir confier à 35 printemps comme Charles Garnier la réalisation d'un si bel édifice. Possible d'avoir Chagall pour signer ses plafonds. Possible que sous sa voûte, et pourquoi pas par-dessus ses toits, se propage l'écho de ses voix divines. À Paris, tout est possible, et pas seulement la nuit. Louis XIV aimait Versailles. Avant lui, il n'y avait rien. Un petit château, celui de son père, un terrain vague. À sa mort, il laisse une ville, Versailles, 45 000 habitants et ce magnifique château. Louis XIV adorait les jardins. Il en coûte aujourd'hui 440 personnes qui travaillent au bassin, au bosquet, au château. Au temps du roi Soleil, la cour, elle, entretenait en permanence plus de 1000 commensaux, employés au palais uniquement. Avec l'entretien du domaine, 800 hectares, il faut compter le double. Si Versailles est la folie du roi, il n'en est pas avare. Il suffit 3 fois par semaine de se présenter aux portes dans une tenue décente
pour passer du bon côté de la place d'Armes et des grilles. Versailles est ouvert au public. Le peuple goûte déjà non seulement aux beautés du parc, au risque de troubler la promenade du roi, mais pénètre aussi au château, visiter les grands appartements. Aujourd'hui, dans la galerie des Glaces et la galerie des Batailles, 4,5 millions de visiteurs piétinent chaque année les parquets. Et si les statues des jardins n'étaient pas protégées, chaque année, 22 millions de doigts leur passeraient sur le corps. Marbre, vaisselle, rideaux, tout est sous housse et gaine de plexi, protégé. Et oui, le grand roi, 350 ans après, continue de déplacer les foules. Mais Versailles n'a pas toujours été victime de son succès. En 1923, quand l'Américain Rockefeller fait un don confortable pour sauver la toiture de la Galerie des Glaces, la demeure du roi Soleil tombe en décrépitude. Il pleut dans le château de Versailles. Après la pluie, le beau temps et les travaux de restauration entamés en 1953 ont rapporté les fastes d'antan. Les grandes eaux fonctionnent à nouveau et les 99 bouches du bassin de Neptune peuvent rejaillir. Que les fontainiers et jardiniers se rassurent, le spectacle sera beau. Certes, ils ne sont plus 1000 à bêcher, à tailler les buis en pointe à l'ombre de l'astre régnant. Mais bon, Louis XIV se plaignait que son bon peuple prenne trop souvent ses bassins pour des décharges, alors, à chaque époque, ses regrets. Pour décorer la chambre du roi, il fallait aux tentures 2 couleurs différentes pour l'or et 27 pour la soie. Récemment restaurés, les 120 mètres de ces étoffes ont demandé 2 ans et demi de travail à raison de 3 cm par jour. Les fournisseurs exclusifs du château, rares à présent, n'en continuent pas moins à créer des merveilles. En 1837, Louis-Philippe crée la Galerie des Batailles, dont les tableaux racontent les grands combats de la France. Gagnée sur l'emplacement d'anciens appartements princiers, elle plaît toujours aux princes. Mais, contrairement à hier, les princes d'aujourd'hui, désireux de s'offrir banquets et cocktails, doivent allonger près de 60 000 € pour un dîner de 700 couverts. Les princes du moment s'appellent entreprises. Elles alimentent les caisses de la Versailles Foundation. L'entretien du château est à ce prix. Et voici l'opéra, entièrement restauré par Louis XV, le seul roi qui passe toute sa vie ici à l'ombre du grand Louis. L'Alsace est la région la plus riche d'Europe en concentration de châteaux féodaux témoins de son histoire mouvementée. Le château d'Ortembourg en est un bon exemple. Nous verrons aussi les châteaux de la Petite Pierre
et du Haut-Königsbourg. Sur les premiers contreforts des Vosges, une silhouette s'impose. La ruine du château d'Ortembourg offre un point de vue imprenable sur la plaine d'Alsace. Son architecture présente les traits caractéristiques des châteaux montagnards alsaciens du XIIIe siècle. Nous sommes ici devant un cas typique de château enchemisé. En effet, le mur d'enceinte, alors appelé chemise, est très épais et très haut. La distance séparant le donjon de ce dernier est très étroite, réduisant alors l'espace de la cour. Une autre ruine domine la vallée, comme un vaisseau fantôme, la forteresse du Haut-Andelot. Ce château fut bâti par les Andelots pendant la guerre de 30 ans. Il est situé à 450 mètres d'altitude. Le château fut habité jusqu'au XIXe siècle. Entreprise au IXe siècle par l'un des fils de Charlemagne, la construction du château de la Petite-Pierre se poursuivra jusqu'au XIIe siècle. Au pied de ces tours se déploient les belles forêts du Pays Vert, où serpentent, entre les feuilles et les résineux, les sentiers botaniques et les chemins de randonnée. Et dans le parc animalier, les cerfs et les chevreuils jouissent de 32 hectares parmi les arbres millénaires et les rochers de grès. Au cœur de la ville de Saverne, où vinrent séjourner Louis XIV et Louis XV, coule le canal de la Marne au Rhin, qui cerne au sud le château des Rohans. Au nord, la façade majestueuse de la grande demeure du XVIIIe conjugue pilastres cannelés et colonnes corinthiennes. Dominant les forêts immenses, le château du Haut-Königsbourg, à plus de 700 mètres d'altitude, découvre sur toute la vallée du Rhin un panorama gigantesque. D'abord nommé château Stauffenberg, il prendra le nom de Königsbourg, signifiant château royal, vers 1192. Il sera détruit en 1462 pour être reconstruit cette fois, enrichi d'un système de défense redoutable. C'est Frédéric le Borgne, devenu duc de Souabe en 1105, qui, afin de renforcer son pouvoir en Alsace, entreprit la construction de nombreux châteaux, dont celui-ci. On disait du duc qu'il avait constamment un château accroché à la queue de son cheval. À l'intérieur de sa triple enceinte, la forteresse du XIIe siècle marie l'austérité des bâtiments magnifiquement restaurés aux roses tendres du grès. Le Val-de-Loire présente de nombreux châteaux bâtis au début du XVIe siècle dans le style de la première Renaissance. Les plus célèbres étant le château de Chenonceau, Chambord et Azay-le-Rideau. Non loin d'Angers, la douceur du jardin de Séran invite à savourer les charmes de l'ancien château de défense.
Derrière la symétrie parfaite de la façade, les beaux intérieurs du château déploient luxe et richesse. Outre tapisseries et tableaux des plus fameuses écoles, Sérent possède une bibliothèque étonnante, aux anciens livres innombrables et précieux. Car, pays des châteaux et des rois, le Val-de-Loire fut aussi pays de culture et des arts. Édifiée au XIIIe siècle sur ordre de Blanche de Castille, l'enceinte du château d'Angers et ses 17 tours veillent à l'harmonie des jardins à la française, déployés tout autour d'une jolie chapelle du XVe. À l'intérieur du château, les 76 tableaux de l'Apocalypse, la plus longue tapisserie jamais tissée en France. À quelques kilomètres d'Angers, le château du Plessis-Massé règne sur une campagne prodigue et chatoyante qui semble le protéger même du temps qui passe. Derrière la sévérité de son donjon et de ses tours du XIe siècle, le château révèle, en ses loggias intérieurs, les charmes délicats de fort beaux bâtiments du XVe. En plein cœur du pays d'Anjou, Plessis-Bourré fut l'une des premières grandes demeures de France à donner aux impératifs de défense la dimension du plaisir et de la villégiature. Tapisseries d'Aubusson et de Flandre, dallage de pierre de Charente, mobilier aujourd'hui rarissime, en ces dentelles de pierre, le château a gardé du XVe et du XVIIIe siècle les ouvrages les plus prestigieux. Mais sans doute est-ce la salle d'armes qui recèle ici le plus étonnant trésor. Un extraordinaire plafond du XVe où parmi caissons et moulures admirables, des personnages étranges et des formules mystérieuses veillent en 24 tableaux sur d'insondables secrets d'alchimie. Vie de château à Montgeoffroy, où conduit toujours le doux balancement des calèches. Derrière la sobriété et la rigueur extrême des splendides façades du XVIIIe, brillent dans les cuisines admirables les témoignages de cuivre des plus fastueux plaisirs.
Au mur de la sellerie du château, les magnifiques équipages rappellent qu'en ces terres de cavaliers émérites, les hommes ont depuis tout temps la passion des chevaux. À 24 kilomètres à l'est de Tours, édifié au XVe et XVIe siècle, le château d'Amboise a été une des toutes premières résidences royales. Dès le Moyen Âge, Amboise était une place stratégique qui permettait de dominer l'un des rares ponts permettant de franchir la Loire. Le château domine la ville d'Amboise et impose son style à la fois gothique et Renaissance. Il résulte de la reconstruction fastueuse par Charles VIII d'une forteresse médiévale. Depuis sa naissance, il avait vécu à Amboise. Très attaché à sa ville, le château s'est peu à peu développé d'ouest en est. Le château de Chaumont a été construit par Charles d'Amboise en 1466. Sa silhouette qui domine la Loire évoque plus le château fort que la demeure de Plaisance. Malgré son allure médiévale, le château ne fut achevé qu'au XVIIIe siècle. Il est niché au fond d'un parc aux cèdres centenaires. La façade extérieure ouest, la plus ancienne, a une forte résonance militaire. La plupart des fenêtres aujourd'hui visibles n'existaient pas à l'origine. Les deux façades ont subi incontestablement l'influence de la Renaissance. Aux portes de Saumur, le château de Boumois conjugue en toute intimité gothique et première Renaissance. Sous la haute protection d'impressionnantes armes anciennes. À Saumur, comme partout en terre d'Anjou, la beauté des matériaux a su trouver, toujours, talent à sa mesure. Et l'intelligence des mains, ainsi 1000 fois exercée, conférera un jour aux jeunes compagnons du Tour de France la noblesse ancienne des bâtisseurs de cathédrales. Fréquemment reconstruit depuis sa fondation au VIe siècle, le château domine le fleuve et la ville. À l'intérieur des célèbres remparts étoiles, la splendeur des baies à meneaux et la gaieté dorée des girouettes égrènent toujours, entre clocheton et créneaux, les heures fameuses du duc de Berry.
Le château de Villandry, achevé en 1536, fut l'un des derniers grands châteaux construits sur les bords de la Loire pendant la Renaissance. Ici, les influences du Moyen-Âge et de l'Italie ont complètement disparu. Nous sommes dans le style classique français, appelé aussi style Henri IV. Mais Villandry doit sans conteste sa renommée à l'ensemble exceptionnel de ses jardins en terrasse. Et contempler du ciel permet de jouir pleinement de cette géométrie végétale. En lisière de la forêt de Chinon, chargée de si profonds mystères, le château de Rigny-Hussé conjugue dans la fantaisie de ses jardins et tonnelles l'univers féerique des contes de l'enfance. Délicieux témoignage de l'esprit d'ouverture et de plaisir de la Renaissance, Hussé s'impose en effet château rêvé de la Belle au bois dormant. Et bien des princes charmants ont assurément séduit bien des belles parmi les orangers de ces terrasses. Dominant la ville, les tours imposantes du château de Langeais protègent l'une des dernières forteresses du Moyen-Âge déclinant. N'ayant connu aucun aménagement postérieur à sa construction qui fut menée d'une seule traite de 1465 à 1469, le château affiche à l'extérieur la puissance et l'austérité de l'art médiéval. Le contraste entre l'intérieur et l'extérieur du château est saisissant. En effet, de l'extérieur, c'est une forteresse féodale pour l'assaillant, prête à cracher huile bouillante et flèches meurtrières. Les intérieurs, en revanche, prennent des allures plus douces de manoir, conjuguant à l'élégance du mobilier la finesse des tapisseries de Flandre. Célébré au château, le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne a suspendu les fastes de la cérémonie dans l'immobilité des personnages de cire et les beaux costumes d'époque. Au bord de l'Indre, la cité médiévale de Loches, dont l'enceinte fortifiée court sur 1 kilomètre. Témoin de la lutte acharnée entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, l'austère château fut plus tard transformé en prison d'État redoutable. À l'abri des remparts, des chiens de pierre éternellement fidèles gardent férocement le logis du roi. Dans l'impressionnant tombeau d'Agnès Sorel, une magnifique Madone à l'enfant veille sur la favorite de Charles VII.
jouer les tours, le château de Villandry offre la délicieuse surprise de vastes jardins, élégants et savoureux, parmi lesquels, unique en son genre, le potager est sans conteste le plus original. Dans la géométrie de ces 9 carrés, les ifs et les buis cernent légumes et fruitiers, offrant une étonnante et grandiose conjugaison de l'utilitaire et de l'agrément. Affirmant avec éclat l'influence de la nature et de l'environnement sur l'architecture, Villandry est sans doute, de tous les châteaux de la Loire, celui qui témoigne le plus fortement de la métamorphose profonde qu'engendra la Renaissance. C'est au XVIe siècle que Jean le Breton, secrétaire de François Ier, en ordonne les nouveaux corps de logis, la cour d'honneur et les 3 terrasses superposées, au pied desquelles Villandry déploie au fil des saisons les magnificences de l'un des plus beaux et des plus célèbres jardins de France. Unique vestige du merveilleux château du duc de Choiseul, la pagode de Chanteloup offre à 3 kilomètres au sud d'Amboise un exemple surprenant et charmant des chinoiseries tant prisées au XVIIIe siècle. Du haut des 149 marches, la vue découvre la vallée de la Loire jusqu'à Tours. Voisin de l'étonnante pagode, le château de Chaumont oppose aux fantaisies de celle-ci la rigueur de son architecture médiévale. Sous la Renaissance, la démolition de son 4e mur ouvrit le château sur la Loire, faisant de la forteresse sévère une villégiature toute de douceur et de charme. Enjambant les eaux du Cher, Chenonceau, joliment surnommé le château des femmes. Durant 400 ans, les dames les plus illustres de la cour y vinrent connaître un bonheur inégal. Parmi celles-ci, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis décidèrent au XVIe siècle les plus heureuses transformations que connut successivement l'ancien moulin. La première, rivale haïe de la seconde, en aménagea les jardins et par la construction d'un pont relia le bâtiment à l'autre rive du Cher. La seconde, dont le château fut arme de sa vengeance, fit bâtir une galerie sur le pont et ordonna le parc grandiose. Des peintures remarquables ornent les pièces du château, comme des tableaux de Rubens. La tour de guet, construite au XIIIe siècle, fait l'angle entre le jardin et le château Renaissance. Enfin, soutenu par des arches à arêtes pointues, le château se termine par les galeries de Catherine de Médicis. Épousant la douceur des coteaux du Cher, le château de Saint-Aignan inscrit entre forêt et vignoble l'harmonie de son architecture Renaissance. À la Saie, entre Celles et Murs de Sologne, le château du Moulin témoigne de la prospérité d'un ancien capitaine du roi Charles VIII. Construit à la fin du XVe siècle par un architecte de la cour, il fut d'abord château primitif, cerné de douves infranchissables. Seules subsistent de ces époques troublées 2 tours d'entrée,
le donjon et une sévérité de façade. Car le château, depuis longtemps, goûte en toute sérénité au charme voluptueux et profond des campagnes de Sologne. Dans la brique rouge et la pierre blanche, magnifiquement ciselée, le château de Blois inscrit au bleu de l'ardoise et du ciel les splendeurs de 4 siècles d'architecture. Extraordinairement composite, car perpétuellement reconstruit, le château raconte, comme dans un livre, la succession de ces rois, qui tous ont laissé à Blois la marque de leur règne. Mais plus encore que Charles VIII et Louis XII, c'est François Ier qui ordonna à Blois les plus fortes métamorphoses, y affirmant avec faste l'apogée de la Renaissance. Ainsi, le fameux escalier extérieur, premier du genre et pur joyau d'ornementation architecturale. Construit entre le XVe et le XVIIIe siècle, le château Hussé, à la lisière de la forêt de Chinon, respire le conte de fées. En effet, il a été l'inspiration première du château de la Belle au Bois dormant de Charles Perrault. Ces jardins à la française, dans la lignée de Lenôtre, qui était l'architecte de Louis XIV. À la lisière de la forêt de Russie, le château de Beauregard déploie élégance et raffinement. Jean Duthiers, ministre de Henri II, en fut le maître d'ouvrage essentiel. Cet ami des poètes, qui lui-même s'essayait à la rime, fut le protecteur de Joachim du Bellay et grand ami de Ronsard. Les richesses des intérieurs attestent qu'au fil du temps, les propriétaires successifs de Beauregard ont perpétué tous cette tradition de culture et de beauté. Tradition qui trouva en la personne de Paul Hardier un serviteur particulièrement zélé auquel Philippe d'Angennes céda le château en 1617. C'est à cet homme érudit et sensible que Beauregard doit son extraordinaire galerie des illustres. 327 portraits de personnages les plus importants du royaume racontent, de Philippe IV de Valois à Louis XIII, 3 siècles d'histoire de France. À Chambord, la Renaissance porte le spectaculaire à son paroxysme. Avec 440 pièces et 365 cheminées, le château royal atteint ici le plus haut degré de lyrisme et d'exaltation. Grandiose, unique, le château de Chambord est tout entier l'expression de l'amour de François Ier pour l'architecture et de sa fougue de jeune prince. Si tout porte à penser que Léonard de Vinci en assura la conception, aucun document cependant ne permet de l'affirmer. Ce qui par contre est sûr, c'est qu'il faut un génie égal à celui du maître pour conjuguer avec autant de talent la tension extrême entre la lourde solidité d'une base en tout point féodale et la grâce élancée et légère des sommets, marque absolue de la Renaissance. François Ier a dépensé sans compter pour réaliser ce chef-d'œuvre. Le roi n'a pas hésité à dévier le cours de la rivière. Le château au style Renaissance a gardé certaines caractéristiques des châteaux forts du Moyen-Âge. En effet, les angles de son enceinte sont pourvus de tours. Son donjon carré, en pierre blanche, est aussi entouré de 4 tours. Mais la comparaison s'arrête là.
Les détails de leur ornementation, les terrasses et les sculptures sont inspirés de la Renaissance italienne. À 2 pas de Romorantin, entre la Loire et le Cher, le château de Cheverny offre l'un des plus purs exemples de classicisme. De cette construction du début du XVIIe siècle, due à Rureau de Cheverny, alors en disgrâce de Paris, toute trace moyenâgeuse est en effet absente. Cheverny fut édifié par Louis XIII durant son règne. Ce château est l'emblème d'une puissante lignée ayant servi la couronne. C'est également un lieu anecdotique. En effet, il a fortement inspiré Hergé, créateur de Tintin, pour la création du château de Moulinsart, domaine du capitaine Haddock. Alors que beaucoup de châteaux comportent essentiellement des pièces vides, Cheverny, au contraire, abrite un nombre impressionnant de peintures et de tapisseries datant de Louis XIII à l'Empire. Peintures de Jean Moigné racontant Don Quichotte et portraits de la comtesse de Cheverny par Mignard, tapisseries des Flandres du XVIIIe et tableaux de François Clouet, magnificence de la salle de garde tout à fait exceptionnelle en pareille pièce, et luxe majestueusement inutile de la chambre royale où jamais aucun roi ne vint. La conjugaison parfaite du style Henri III annonce ici, en chaque endroit, Versailles. Blotti en forêt de Sologne, giboyeuse à souhait, le château est depuis tout temps lieu fort prisé de chasse à courre. L'art de la vénerie y est hautement célébré et les communs abritent aujourd'hui une fort belle salle des trophées. En route pour Azay-le-Rideau, profitons-en pour apercevoir 2 sites remarquables, les châteaux de Montbazon et d'Artigny. L'origine de Montbazon se trouve à l'époque gallo-romaine. Ce château fut très certainement le premier château fort de France. Le château d'Artigny fut construit par le célèbre parfumeur François Petit en 1912. Azay-le-Rideau a été édifié sur l'île de l'Indre sous François Ier par Gilbert Tholot, banquier de son état. Un peu italien, un peu traditionnel français, l'extérieur du bâtiment offre une belle unité de style. Balzac le voyait comme un diamant taillé à facettes serti par l'Indre. Ainsi s'achève notre voyage au cœur des plus beaux châteaux du nord de la France.